Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Horowitz avait une formule qui a fait florès. Il disait, c'est bien simple, il y a 3 sortes de pianistes. Les pianistes juifs, les pianistes homosexuels et les mauvais pianistes. Ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas, lui, un mauvais pianiste. C'est un des plus grands, bien sûr, avec quelques autres. Pour ce qui est du siècle dernier, Claudio Arrau, bien sûr, Rudolf Serkin ou Arthur Rubinstein, qui justement disait d'Horowitz, Rubinstein, il était meilleur pianiste, j'étais meilleur musicien. C'est une façon de dire que la technique d'Horowitz était sans doute supérieure à la sienne, mais que l'artiste cultivait un style trop capricieux, trop soucieux de plaire peut-être, pour faire de lui ce qu'on aurait pu appeler un authentique musicien. Le grand public retient l'image de ce virtuose batteur d'estrade, à qui tout réussit. Quand même, il y a une personnalité complexe derrière ce personnage, pétri cette personnalité de contradiction et d'inhibition. On l'a vu plusieurs fois quitter la scène, d'ailleurs, et il n'apparaissait plus en public. Il enregistrait chez lui quelques œuvres qu'il laissait publier au compte-gouttes, et on dit que son éditeur avait installé un magnétophone qui se déclenchait automatiquement dès que le maître se mettait à jouer. Alors, pourquoi cette carrière à éclipse ? Horowitz raconte qu'un jour, il avait donné un récital épuisant avec un répertoire qui avait été très bien composé et qu'il avait été pris de nausée en entendant des espèces de voix qui venaient de la salle, des voix hystériques qui surgissaient du public pour lui demander des bis qu'il n'avait aucune intention de jouer, en tout cas pas ce jour-là. Et il s'était senti victime de ce public, ce même public dont il avait par ailleurs si avidement recherché les suffrages, par la flamboyance de son jeu et par un répertoire de pièces qui était plutôt facile à écouter dans un premier temps. Alors, dans ces moments-là, il était pris d'une sorte de dégoût. Il se retirait sur son Aventin avec une sorte de dépression nerveuse dont il avait du mal à se relever. Puis, il faisait une réapparition. Il remontait sur scène, il se réinstallait au piano et de nouveau, c'était le triomphe. Comment définir l'art d'Horowitz, que Clara Askill surnommait Satan au clavier ? Il jouait toujours sur son propre instrument, qui était un Steinway, qu'il suivait évidemment partout en tournée, ou qui, pour être plus exact, le précédait partout, et dont il tapotait les flancs comme on fait à une jument, vous savez. Le clavier était réglé de manière plus souple que les autres modèles et il permettait cette espèce de jeu si onctueux, ce jeu de félin, cette alternance de griffes et de velours. Son entrée était en soi une mise en scène, au Carnegie Hall comme au Théâtre des Champs-Élysées, à l'heure d'aucun autre, c'est-à-dire le dimanche à 16h, dans une tenue assez particulière, mi-grand d'Espagne, mi-maître d'hôtel, jaquette et papillon, dit André Tubeuf. C'est d'ailleurs André Tubeuf qui le décrit. Personne n'a osé jouer comme lui. Personne n'a posé sur les touches de tels doigts horizontaux, parfois comme retroussés du bout, dans une action qui paraît magnétique plus que mécanique, effleurant et glissant, ou bien se faisant crochu avec de faux airs de claveciniste, ni libérer une si foudroyante mais brève puissance, comme une décharge, sans paraître y mettre de poids. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vladimir Horowitz est né il y a 120 ans. Il était né le 1er octobre 1903 à Berdichev, en Ukraine, dans une famille de la bourgeoisie juive cultivée. Il a reçu ses premières leçons de sa mère, et puis c'est le conservatoire de Kiev. Il joue devant Scriabine, qui l'encourage. Il a des professeurs comme Félix Blumenfeld, un ancien élève de Rimsky-Korsakov, et c'est sous sa férule notamment qu'il va s'approprier le 3e concerto pour piano de Rachmaninov, qui va devenir en quelque sorte son cheval de bataille. Et puis c'est la révolution, l'arrivée au pouvoir des bolcheviks qui bouleverse la famille. C'est à ce régime qu'il va quand même devoir ses premiers succès, puisque ça lui permet à tout juste 20 ans de comptabiliser plus de 200 concerts à travers toute la Russie, qu'il soit seul ou en compagnie de son ami le violoniste Nathan Milstein, en qualité d'artiste de la révolution. C'est assez cocasse quand on sait que c'est en ruinant leur famille que les soviets les a poussés à accepter les conditions de travail. Mais enfin, c'était comme ça, dans cette toute nouvelle Russie des
soviète. Horowitz se sent de moins en moins d'attache avec la Russie, pour tout vous dire. Ses 2 frères sont morts, sa mère est épuisée nerveusement. Son père, qui donc a été complètement dépossédé de tout par le régime, ne rêve que de gloire pour le Benjamin, pour Vladimir. Et en 25, le voilà qui quitte l'Union soviétique. Il est à Berlin, il fait notamment la connaissance d'Arthur Schnabel. La virtuosité, le charisme d'Horowitz lui valent le surnom d'ouragan des steppes, si l'on en croit Jean-Jacques Grolot, qui nous parle d'Horowitz dans un ouvrage publié chez Actes Sud, qui s'appelle « Horowitz l'intranquille ». Je cite, « Des études récentes estiment à 500 le nombre d'établissements berlinois proposant de divertissements à caractère sexuel, tout genre et toutes orientations confondues. Cela change des bars à marins des ports de mer Noire, seul lieu où le jeune Horowitz pouvait jusqu'alors s'autoriser quelques encanaillements. » Horowitz provoque un malheur à Hambourg avec le premier concerto de Tchaïkovski. Il fait la conquête de Paris l'année suivante. Il est peut-être plus à l'aise d'ailleurs à Paris qu'à Berlin. Il s'éprend de la langue française. Il va très bien parler le français. Il rencontre Ravel et bien sûr Cortot, qu'il admire et auprès de qui il voudrait prendre des cours. Alors, le grand Alfred Cortot le reçoit, l'écoute et lui donne comme conseil de transcrire pour piano des quatuors de Beethoven. Il ajoute « J'ai tout de suite vu le niveau de son intelligence ». En 1928, Horowitz, en 28, il a 25 ans. Il fait ses débuts aux États-Unis et là, il va rencontrer son idole, Sergueï Rachmaninov, qui l'accompagne au 2e piano dans son concerto numéro 3 à New York chez Steinway. Éblouissement pour l'un comme pour l'autre. Et c'est un très grand succès, et donc pas mal d'argent. Les cachets sur le sol américain sont très élevés, jusqu'à $1 500 la soirée. À l'époque, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À peine moins qu'une star comme Rachmaninov, du reste. Horowitz peut faire des placements en bourse, il investit dans l'art, il descend maintenant dans les plus grands hôtels et s'offre des vêtements extraordinaires. Il agrandit aussi ce qui va être sa grande collection, sa collection de nœuds papillons. Vous écoutez Radio Classique. Et en 1932, le grand chef Toscanini, Arturo Toscanini, désire avoir Horowitz comme soliste pour le concerto L'Empereur de Beethoven. Le chef, on peut dire l'espèce de gourou de la musique à l'époque, qui est le garant testamentaire de Verdi, qui tyrannise ses musiciens, qui n'est pas encore le héros antifasciste et anti-mussolinien à qui les États-Unis offriront un pont d'or, mais qui est déjà une gloire mondiale et très intimidant, bien entendu. Et il demande à ce qu'Horowitz vienne le visiter pour discuter musique. Horowitz est mort de trac, il est venu très en avance, on le voit faire les 100 pas devant l'hôtel Astor, ça dure 10 minutes et puis il se fait annoncer dans les appartements du maestro. Et Toscanini non seulement se montre charmant, mais il est enthousiaste. Et il est tellement ébloui par le talent d'Horowitz qu'il va faire appel à lui pour d'autres concerts. Or, il y a dans la famille Toscanini, je demande la fille, la Benjamine, en l'occurrence Wanda, qui va tomber sous le charme d'Horowitz, au point que les jeunes gens se marient le 21 décembre 1933. Évidemment, on se moque un petit peu dans l'entourage d'Horowitz parce qu'on sait que son goût ne le porte pas vers les dames. Quoi qu'il en soit, et en dépit de la part d'opportunisme qu'il y a peut-être dans ce geste un peu politique, le mariage va durer 55 ans. Il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est vrai. Le fait qu'Horowitz était d'origine juive et Wanda catholique n'était d'aucune importance, écrit toujours Jean-Jacques Grolot, ni l'un ni l'autre n'étant pratiquant. Le problème de la langue était plus épineux. Horowitz ne parlait pas italien et Wanda ne parlait pas le russe, et leur anglais était extrêmement rudimentaire. C'est donc la langue de Molière qui servit de moyen de communication aux jeunes époux. Horowitz apprend la mort de sa mère restée en Russie à ce moment-là. C'est le moment où sa femme met au monde une fille, Sonia, en 1934. Ce sera la fille unique du couple. On peut dire que c'est l'un des moments où Horowitz va se retirer de la scène. Vous savez, j'étais devenu un pianiste qui jouait à la chaîne, dit-il. Et peu à peu, il va reprendre confiance en lui grâce aux encouragements de Serkin et de Rachmaninov en personne. Et il renouera avec le succès. En 1939, le clan
Toscanini s'installe définitivement aux États-Unis, on est au début de la guerre. Horowitz signe un contrat d'exclusivité avec RCA et il gagne énormément d'argent par des concerts, des enregistrements, etc. Quand même, il y a des critiques qui remarquent les libertés qu'il prend avec la partition. Monsieur Horowitz fait un accent ou un phrasé faux partout où il pense que cela va attirer l'attention, écrit le critique du New York Herald Tribune. Horowitz est pédagogue également. Et après avoir entendu le jeune Byron Janis, le seul véritable élève qu'il ait eu, beaucoup de pianistes en herbe détruiront leur technique en voulant singer Horowitz avec ses fameux doigts plats. Il n'a pas fait que du bien, si je puis dire. Son modèle n'a pas été toujours très utile. Au moment de fêter ses 25 ans de carrière, ça c'était à Carnegie Hall, c'est un peu plus tard, en 53. C'est un triomphe incroyable, et un mois plus tard, il s'effondre et va se terrer dans son appartement de Manhattan pour prendre une année sabbatique. On lui dit non, reposez-vous pendant un an. Je pense bien, ça va durer 12 ans, jusqu'en 1965. Horowitz est dépressif, il ne veut plus toucher à son instrument. La pauvre Wanda fait tout ce qu'elle peut. Elle va s'employer à essayer de remonter ce mécanisme d'horlogerie déréglée qu'était son drôle de mari. Horowitz va retrouver en vérité le moral grâce à l'œuvre de Muzio Clementi. On parle pas beaucoup de Clementi. Il considère que Clementi est moi quand j'en parle, ça me rappelle mes cours de piano, ça c'est un autre sujet. Il considère que c'est le lien entre Mozart et Beethoven. Et il déchiffre les partitions du compositeur italien. Ça va donner naissance d'ailleurs à un disque qu'il a fallu enregistrer dans son appartement. Évidemment, il veut plus du tout mettre les pieds sur une scène. Et puis, il reprend donc goût à la vie. Alors il a des habitudes très précises. Il se lève à midi. Il ne mange que des blancs de poulet et de la sole fraîche parce qu'il a des difficultés intestinales. Vous voyez, le personnage est quand même très spécial, évidemment. Et puis quand même, il voit bien que la technique d'enregistrement et de diffusion devient de plus en plus raffinée. Notamment, c'est l'essor de la stéréophonie. Et donc, il va de nouveau prendre le chemin du studio pour enregistrer pour Columbia. Et puis, eh bien, c'est l'impensable. Voilà que le maître fait son retour à Carnegie Hall. Vous imaginez ça? On est en mars 65. Il réserve une date le 9 mai, quand le public apprend qu'on va de nouveau entendre Horowitz. Mais c'est une ruée. La foule est là au guichet. Les Horowitz pensaient qu'ils avaient été un peu oubliés. Et le couple qui reste derrière les vitres teintées de la limousine longe la queue qui serpente dans tout le quartier de Carnegie Hall. À minuit, pour trouver les places les moins chères, ils reviennent chargés de café chaud et de beignets qu'ils distribuent aux impétrants. Et là, on les acclame, mais c'est incroyable. Il y a un jeune homme qui arrive sur le pianiste qui dit « Oh, vous savez, monsieur Horowitz, cela fait 12 heures que j'attends. » Et Wanda le fixe d'un regard charbonneux et lui dit « Ouais, moi j'ai attendu 12 ans. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors ce concert va être un triomphe extraordinaire. Évidemment qu'Horowitz est tellement brillant. 3 ans plus tard, en 68, il va accepter que la télévision vienne le filmer. C'est le premier concert retransmis en stéréo à la télé. On peut le trouver sur Internet, ce concert. C'était au Carnegie, bien entendu. On a tout étudié en amont. Quand je dis on, c'est le couple, parce que Wanda est là toujours en coulisses, si je puis dire. Elle a tout vérifié, les plans de coupe et tout, un peu à la manière dont travaillait Karajan à la même époque. Horowitz se retire à nouveau de la scène en 69. C'est de nouveau une crise. C'est sa 3e retraite du monde musical. Il n'a plus envie cette fois de se produire en public, et quand même au printemps 71, il consent à reprendre le chemin des studios pour livrer sa vérité sur Chopin. En 74, alors maintenant il a 71 ans, c'est facile à calculer. Il a donc pris 5 ans de réclusion, si je puis dire. Il se dit quand même, il jouerait bien de nouveau, avec un nouveau répertoire, et il va entamer une série de tournées que certains commentateurs qualifient de seconde jeunesse. Horowitz a réussi à surmonter ses problèmes, et de nouveau, il semblerait qu'il a le feu sacré.
Alors quand même, le couple tient à se préserver. Il n'assistera pas aux funérailles de leur fille, Sonia. Les liens étaient très distendus avec Sonia et elle s'est donné la mort à Genève à l'âge de 40 ans. Ils n'ont pas fait le voyage, le père et la mère. Horowitz se produit à l'invitation du président Carter à la Maison-Blanche en février 78. Petit comité, mais enfin il y avait des micros quand même pour immortaliser la sonate funèbre de Chopin. La série de récitals qu'Horowitz va donner en Europe obéit à de nouvelles exigences. Les concerts commencent à 16h, n'ont lieu que le dimanche. Horowitz veut 80% de la recette, je ne sais pas si vous imaginez, oui. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'avec sa femme à l'entracte, il compte les billets. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, on le voit même à Londres et puis en France, à Paris, alors qu'il avait juré ne plus mettre les pieds à Paris depuis que Bernard Gavotti, vous savez, le critique du Figaro, avait écrit des comptes rendus assassins de ses concerts. Eh bien, il joue quand même au théâtre des Champs-Élysées et il y a dans la salle Martha Argerich, Nelson Frère, Christian Zimmermann. Les prix sont prohibitifs, pour un fauteuil d'orchestre comptait 1200 francs de l'époque, plusieurs centaines de nos euros. Et je ne résiste pas au plaisir de lire quelques lignes des souvenirs du pianiste Philippe Cassard. C'est dans son ouvrage Par petites touches au Mercure de France. Quelques jours avant son récital, Jean-Marc Uzeda et moi parvenions à déjouer les physionomies de l'hôtel Raphaël, petit palace à l'ancienne proche de l'Étoile, où Horowitz et sa femme Wanda séjournaient au 8e étage dans la suite Arc de Triomphe donnant sur l'avenue Kléber et vanté dans les guides pour sa terrasse au point de vue spectaculaire à 360 degrés sur tout Paris. Horowitz y avait fait installer son Steinway et travaillait 2 heures tous les après-midi. Planté derrière la porte, à la vue du personnel de l'hôtel, nous étions conscients de recueillir le moment le plus secret du pianiste. Durant 2 heures d'horloge, Horowitz enchaîna des gammes à toute vitesse comme un fou, parallèles aux deux mains, en mouvement contraire à la tierce, à la sixte, à la 10e et dans tous les tons. Il se mit ensuite à jouer des morceaux qui ne figuraient pas dans son programme, passant de l'un à l'autre en plein milieu, sans crier gare, revenant au précédent, profitant d'une note commune pour franchir la passerelle vers le suivant, au gré de ses pensées voyageuses et de son inspiration. Nous étions, Jean-Marc Uzeda et moi, bouche bée derrière la porte. Tout à coup, la catastrophe. La porte de la suite Arc de Triomphe s'ouvrit et le maestro apparut, élégant, avec son éternel nœud papillon et son blazer en tweed. Il nous vit et notre air terrorisé dut l'attendrir, car tout en marchant vers l'ascenseur, il se retourna et nous lança d'une voix plutôt amusée. Le concert est terminé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis ce sera en 86 le retour historique en Russie après 60 ans d'absence. Extraordinaire moment, bien sûr. Horowitz s'est pris de passion pour Mozart, amour tardif. Pourquoi Mozart ? Mozart, ça chante, dit-il. Et il joue le concerto 23 avec Carlo Maria Guillini, désormais sous étiquette Deutsche Grammophon. Merveilleuse rencontre qui, là encore, a été filmée et a donné naissance à un documentaire. Horowitz laissera également un témoignage extraordinaire à notre chère Ève Ruggieri. Et il faut entendre Ève raconter toutes les difficultés qu'elle a pu avoir à approcher le maître et à obtenir de lui quelques extraordinaires confidences. Elle avait trouvé la parade. Elle s'était présentée à lui tout simplement avec une nouvelle boîte de nœuds papillons tout à fait inédits de chez Charvet. Et elle était très contente de son coup. Il faut dire que les nœuds papillons, dit-elle, avaient été présentés par un jeune assistant absolument magnifique. Vous écoutez Radio Classique.